Les seins représentent pour certaines le premier indicateur de changement corporel et exercent une influence considérable, quelle que soit sa nature, chez les personnes qui s'identifient en tant que femmes. Que se passe-t-il lorsque cette partie de notre corps est attaquée par un cancer, le premier au Bénin chez les femmes? C'est à cette question que nous avons essayé de répondre avec Médecins Sauf le podcast. Une série de 3 épisodes audio et vidéo où panélistes, co-créateurs et co-créatrices ont abordé la question sous divers angles. Je suis Axel Miranda Saï, je suis consultante en communication audiovisuelle / multimédia et c'est un honneur pour moi de vous présenter Médecins Sauf le podcast. Disponible sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite bon visionnage et très bonne écoute. Ici, on ne parle vraiment pas de ça. Et à chaque fois, il faut attendre, à chaque année, il faut attendre le mois d'octobre pour en parler. Alors que tous les jours, il y a des femmes qui meurent à cause de cette maladie, sans savoir de quoi il s'agit. Moi, je suis allée de toute façon, j'espère que le film de la commune va en plus sur le savoir. Pour les questions, on va procéder par chaque fois désigner une personne. Vous allez permettre à Mademoiselle de répondre à chacune des questions avant que nous finissions. Est-ce que c'est bon? Je voulais déjà bravo pour votre travail. Je voulais vous demander, est-ce qu'on a des chiffres à peu près pour savoir combien de femmes sont dépistées du cancer du sein chaque année? Et ma deuxième question, ça sera aujourd'hui, comment une femme qui on sait qu'elle a un cancer du sein, comment s'occupe d'elle par rapport à est-ce que ça a un coût, comment aujourd'hui elles sont accompagnées, est-ce qu'il y a des associations qui existent, ou est-ce que l'État prend en charge de certaines sommes? Je ne pense pas à la question. Il n'y a vraiment pas d'association qui s'occupe. Et il y a des femmes, même quand elles apprennent qu'elles souffrent du cancer du sein, elles meurent parce qu'elles n'ont pas les moyens pour se soigner. Donc, il y a d'autres qui meurent par l'errance. Ce qu'on veut essayer d'éradiquer, parce que l'ignorance peut tuer. Ici, il y a une information qui me fait où on me dit, quand tu dis à une personne que tu as une boule dans le sang, on te dit, tu as déjà le cancer du sein. Ça tue, tu peux mourir. Déjà, si pour le jour, la personne est atteinte, donc elle se dit, bon, je porte un mal fatal. Alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, si tu as un bout dans le sang, ça ne veut pas dire forcément que tu as le cancer du sang. Il y a que médecins, il y a que les examens qui peuvent détecter si tu as vraiment le cancer du sang ou pas. Parce qu'il y a des nodules, il y a des kystes. Les kystes, ça ne s'opère même pas. Il suffit juste de prescrire quelques antibiotiques pour que ça disparaît de ton sang. Mais les nodules, ça s'opère. Et c'est après l'opération qu'on peut détecter, grâce aux analyses, si ce sont des nodules cancéreux ou pas. Maintenant, l'État ne fait pas vraiment d'efforts pour aider les femmes qui souffrent de ce mal. Et la plupart même, elles ne savent pas. D'autres préfèrent se soigner traditionnellement, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Parce que quand tu as une boule dans le sang, déjà même beaucoup circulent sans savoir être porteuse d'une donnée. Ça passe. Côté chiffres. Ici, quand tu veux faire des investigations, on ne te laisse pas la main. On ne te laisse pas la main. Donc, j'y ai pensé, mais je n'ai pas pu trouver des informations pour pouvoir donner en chiffres exacts pour ça.
Moi, je sais qu'il y a des femmes qui font des dépistages. Moi, trouver le chiffre, je n'ai pas pu. Voilà. Il n'y a pas d'information. Heureusement, on a un spécialiste, une spécialisée. Donc, on va vous parler déjà de la prise en charge ici au Bénin des patients qui sont diagnostiqués du cancer du sein, mais également, nous voulons savoir si vous, en tant que personnel du système sanitaire, est-ce que vous pouvez nous fournir des chiffres puisque vous avez Alors, je vais commencer par les chiffres. Effectivement, pour ce qui est de dépistage, on n'a pas de chiffres pour le moment. Les chiffres dont nous disposons relèvent beaucoup plus par rapport à notre mortalité. Déjà, nous savons tous que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Et il reste encore le deuxième cancer, le plus mortel, qui est juste après le cancer du col de l'utérus en matière de mortalité. Et chez nous, au Bénin, par année, on a plus de 1000 femmes qui meurent du cancer du sein. Mais par rapport au dépistage, je vais vous donner le chiffre. Le chiffre de la prise en charge des patients qui sont diagnostiqués. Alors, par rapport à la prise en charge, déjà, j'aimerais revenir sur le point, c'est la plupart des femmes que nous recevons viennent à un stade déjà qui est avancé. Malheureusement, quand vous écoutez leur histoire, elles ont découvert le mauvais peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais faute de violence ou de mauvaise orientation, elles laissent le motif grossir et elles viennent très souvent à un stade déjà très avancé. Et quand elles viennent, forcément, il faut qu'on puisse poser le diagnostic. Donc, pour le diagnostic, on passe déjà par l'examen physique de la patiente, on examine le sein, à quel stade clinique. Après ça, on aura à faire un certain nombre de bilans. Donc, l'échographie, la mammographie, dans certains, la mammographie, ça dépend du stade qu'on a. Et la biopsie. La biopsie, ça consiste à prélever en fait au niveau de la masse et à faire l'examen anatomopathologique qui va nous confirmer maintenant qu'effectivement il s'agit de cancer. Une fois que le diagnostic de cancer est posé, il faut maintenant définir est-ce que le cancer est uniquement dans le sein ou est-ce que le cancer est déjà un stade avancé où il a attaqué plusieurs organes, parce que la prise en charge va dépendre du stade auquel la patiente est. Donc, voilà. Donc, il faut faire un bilan pour apprécier l'étendue déjà des dégâts. Et par rapport à la prise en charge, chez nous, nous disposons de la chimiothérapie. Nous disposons de la chirurgie, notamment la mastectomie, qui consiste en enlever le sein. La radiothérapie, c'est en cours, selon le projet du gouvernement. Donc, en dehors de ça, on a ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Parce qu'il faut dire que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. On sait tous que l'organisme produit des estrogènes, la progestérone, etc. Donc, comme moyen également thérapeutique, on a l'hormonothérapie qui est disponible chez nous, qui est accessible. Donc, ça dépend. L'accessibilité dépend du coup de ce que chacun gagne. Et maintenant, avec la recette de la science, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à identifier en fait, pour tel type de cancer, il faut spécifiquement telle molécule pour agir avec. Et malheureusement, c'est très très cher et c'est pas vraiment accessible financièrement. Donc, pour un véhicule lambda, pour payer la publicité, il faudra gagner 60 fois le SMIC à peu près pour obtenir une seule dose de thérapie ciblée. C'est pas vraiment. Dans votre discours, en fait, vous parlez des méthodes des moyens que vous avez pour éradiquer le cancer en diagnostic. On a l'impression que le CNHU est venu doté de toutes les machines qu'il faut, sauf que le problème est une solution. Une victime qui nous dit qu'elle espère que vous allez ramener des machines qui sont expliquées. Vous, en tant que personnel sanitaire, est-ce que vous pensez que là, en 2023, octobre, vous avez toutes les machines qu'il faut pour éradiquer le cancer du sein? Est-ce que vous parlez de assez de choses? Alors, je pense que ce que j'ai compris dans le documentaire, elle existait beaucoup de la radiothérapie. Et une machine dont nous ne disposons pas actuellement au CNHU, mais comme je le dis, avec le nouvel hôpital de référence qui est en cours de construction, ça fait partie des projets du gouvernement d'installer une machine qui va nous permettre de faire la radiothérapie.
Donc, si on a bien compris votre discours, en fait, le véritable problème, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est le fait que les femmes viennent à ça déjà habituées. Donc, le problème, c'est qu'après avoir notifié les nodules dans leur sein, les femmes n'ont pas le réflexe de venir à l'hôpital pour suivre un bilan et donc avoir une diagnostic qui est positive. C'est bien ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a déjà un retard par rapport à la prise en charge qui est vraiment pas bon. Et c'est vrai que le cancer du sein, il faut pouvoir le dépister. Et pour pouvoir le dépister, il faut avoir la bonne information, connaître les méthodes pour pouvoir déjà par l'autovalidation, voir qu'il y a un nodule dans le sein et aller faire une intervention. Et ça, je pense que l'information ne passe pas correctement. Et deuxième chose, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a que les personnes après 50 ans qui sont malades. De plus en plus, maintenant, on a des personnes qui sont très jeunes, qui développent le cancer du sein. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur c'est bon, vous avez la réponse. C'est d'accord. Une question? Alors, il y a une des victimes qui disait, celle qui demandait justement, enfin, qui espérait que le gouvernement fasse quelque chose pour enlever les machines. Voilà. Elle disait qu'elle a depuis 4 ans. Comment ça fonctionne ce cancer-là? Je sais que pour le cancer, quand tu es dépisté, il y a un traitement, il y a une période de rémission et tout. Mais je sais pas, ça peut prendre toute une vie ou aussi longtemps, 4 ans, 4 longues années avec le cancer, en étant traitée ou bien c'est qu'elle a été traitée, puis elle est revenue, puis elle a été traitée. Alors, elle a les moyens pour se faire. Mais elle n'a pas le traitement qu'il faut. Déjà, les oncologues, les mammothérapeutes, les cancérologues, ils sont rares. Ils sont rares. Moi, en tout cas, j'en connais que deux. Mais ils ne sont jamais obéis. Ils sont toujours en désagrément. J'aurais pu l'avoir aussi sur le documentaire. Je n'ai pas pu l'avoir. Parce qu'il ne faut plus que complètement. Donc, elle, quand elle a commencé le traitement, elle ne lui faisait pas le traitement complet. Elle a suivi des interventions. D'accord? Oui, elle a suivi des interventions. Mais quand on enlève la boule, ça réapparaît. D'accord. Donc, il est venu à le faire. Tu vois? Vu que ça réapparaît, il va falloir un traitement approfondi à ce qu'on lui donne d'habitude. Parce que si on l'opère et que ça revient, ce qui veut dire que le traitement qu'il lui faut, il n'est pas encore trouvé. Donc elle veut un traitement meilleur que ce qu'on lui donne. C'est pour cela qu'elle traîne ça depuis 4 ans. Parce qu'elle n'a pas encore le traitement qu'il faut. Donc on lui prescrit des calmants, des antibiotiques, etc., etc. Mais ça ne fait que calmer. Elle peut mourir à tout le monde. C'est un peu chiant parce qu'on est d'accord que ça va métastase et ça va évoluer. Elle va mourir à tout moment. Actuellement, elle n'est pas. Je vais laisser la spécialiste nous expliquer. C'est lui qui est plus. Ah, la dame depuis 14 ans qui a Quelqu'un de la greffe. Malgré, je pensais qu'on lui avait retiré elle pour. C'est quelqu'un de l'ablation. Oui, c'est ça. Après l'ablation, il y a trop de complications. Ça tout dépend de comment ça s'est passé. Tout dépend du traitement qu'on t'a donné. Après l'ablation, la majorité des femmes, leur durée de vie, c'est comme si on te faisait une réduction de durée de vie sur elle. Elle n'est plus. Elle, madame la nuit. Mais l'autre qui espère le traitement, elle est morte, elle a laissé les enfants. On va laisser Dr. Doris vous expliquer déjà pourquoi, comment est-ce que la victime n'a pas le traitement adéquat malgré qu'elle ait les moyens selon. C'est pas la raison. Et aussi, est-ce que c'est vrai que nous n'avons pas assez de cancérologues au Bénin?
est-ce qu'en absence de cancérologue, est-ce qu'on ne peut pas administrer le traitement adéquat? Alors déjà, effectivement, il n'y a pas assez de médecins cancérologues, ça c'est un fait. Et il y en a, ils ne sont pas tout le temps actuellement en tout cas. Il y en a deux qui sont permanents à la CHIA. Il y a un médecin cancérologue qui est au CNH aussi. Ils ont leur jour de consultation. Et donc, par rapport à la patiente en question, j'aurais de mal à me prononcer parce que déjà, je ne maîtrise pas forcément tous les contours comment est-ce que le diagnostic a été posé, à quel stade est-ce que le diagnostic a été posé. Il y a beaucoup de questions autour. Il faut que j'aurais vraiment du mal à me prononcer par rapport à la prise en charge de la gestance. Mais ce que je peux dire, c'est que, effectivement, quand vous avez un cancer du sein, comme je l'ai dit, la prise en charge dépend vraiment du stade. Si vous venez à un stade vitaux, par exemple, on va dire que le cancer est à la taille de grain de mil. Vous voyez, le grain de mil, il est très petit. Oui. Et là, il peut être détecté? Alors, oui, à ce stade, il peut être détecté, mais par la mammographie. Ok. Par l'autopalpation, c'est lorsque déjà ça a une taille de 1 cm que c'est perceptible par l'autopalpation. Mais par le grain de mil, avec le dépistage de manière régulière, ça peut être détecté par la mammographie. Donc, dans ce cas, par exemple, lorsque c'est détecté aussitôt, on peut faire tout un traitement, on fait la chirurgie. Et là, le risque de guérison est élevé. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, les cellules tumorales, on ne peut pas les contrôler. Parce que peu importe comment vous faites la prise en charge, il y a un risque de récidive qui est là, qu'il ne faut pas négliger. Donc, oui, vous avez un cancer du sein qui est traité, vous êtes en rémission pendant 5 ans, mais il peut revenir en fait. Parce que le fait de l'avoir une fois augmente déjà le risque de récidive de cancer du sein. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un traitement de très longue haleine. Ce n'est pas juste qu'on fait le diagnostic cette année, vous faites le traitement et puis là, c'est vraiment le processus à long terme. D'accord. Quelqu'un a une autre question? Oui. Ma femme, je ne sais pas plus de ce que j'ai compris, c'est que la seule méthode qu'il faut vraiment adopter, c'est de se faire dépister à chaque fois. Je voudrais savoir s'il y a une méthode. Déjà, je pense que pour revenir à votre question, je vais essayer de parler du cancer du sein de manière globale, pour que tout le monde puisse savoir déjà ce que c'est. Donc, je pense que ma collègue a déjà défini le cancer du sein comme une multiplication anarchique des cellules au niveau du sein. Et déjà, il faut dire qu'il y a des facteurs de risque du cancer du sein qu'il faut connaître. Par rapport aux différents facteurs de risque, déjà, il y a le facteur génétique. Si déjà, dans votre famille, il y a des antécédents de cancer du sein, forcément, vous êtes à risque de développer un cancer du sein. Et comme autre facteur de risque qu'on a, c'est par exemple les femmes qui sont exposées trop longtemps à la prise de pilules œstroprogestatives. Le fait de prendre des pilules œstroprogestatives sur une durée de plus de 5 ans est un facteur de risque de développer après un cancer du sein. Donc, oui, Une pilule œstroprogestative. c'est les contraceptifs qu'on comprend. Les pilules du lendemain aussi font partie des contraceptifs. Ok, oui, c'est Et l'autre facteur de risque aussi, c'est la sédentarité. On ne fait pas du sport. On est tout le temps en moto, voiture, sur place et tout ça. Et l'âge par rapport aux femmes qui ont des ménopauses tardives, des premières règles précoces, ça fait partie des facteurs de risque. Mais je vais peut-être mettre l'accent aujourd'hui sur l'allaitement et les femmes qui ne tombent pas du cancer. Le fait d'avoir le premier enfant après 30 ans augmente le risque de développement de cette. Et malheureusement, c'est nous. Et l'allaitement, aujourd'hui, on ne peut plus allaiter l'enfant pendant longtemps parce qu'il faut reprendre le boulot. Donc, déjà, on allait 2-3 mois, on donne du lait à l'enfant, et puis on va vaquer
C'est ça, voilà. Donc, pour revenir à ce. Dans le documentaire, on parlait de succion. Oui. Ça ne veut pas dire que vos copains vont passer toute leur journée en succion. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il est question. C'est le fait d'allaiter son enfant le plus longtemps que possible qui permet de réduire le risque de développement. Donc, pour revenir à votre question par rapport au dépistage, on met l'accent généralement sur 3 éléments. L'autopalpation, premièrement. Deuxièmement, le fait de faire un bilan de manière périodique. Et troisièmement, de se faire consulter par un spécialiste une fois par an. Donc, c'est les 3 méthodes exactement. Question? Depuis la dernière guerre de sa princesse, est-ce que la tumeur s'est développée de la terre? Est-ce que c'est toujours le conseil du ciel ou c'est autre chose? C'est toujours un cancer. Vu qu'elle a déjà été porteuse du cancer du sein, elle est exposée à avoir toutes sortes de cancers. Oui, c'est toujours un cancer, mais c'est pas le cancer du sein qui est localisé. Oui, encore une question? 3. Vas-y, on va voir. On va y revenir. Vas-y. Donc, ma première question, c'est de savoir quelle est la différence entre l'autopalpation, la mammographie et l'échographie mammaire. L'autopalpation, c'est un examen physique, tandis que déjà les 2 autres sont des examens paracliniques qui nécessitent une machine. Donc, par rapport à l'autopalpation, déjà, je vais peut-être vous expliquer comment est-ce qu'il faut vraiment le faire correctement. Idéalement, il faut le faire 3 à 5 jours après les menstrues pour les femmes qui ont toujours le menstrues. Et chez les femmes ménopausées, elles choisissent le jour fixe, souvent le 1er du mois, où elles le font de manière périodique. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Généralement, on recommande de le faire sous la douche, devant un miroir, après que vous avez mis du savon. Pourquoi avoir mis du savon? Parce que là, ça permet de glisser exactement, ça facilite. Donc, vous faites face à votre miroir, vous appréciez déjà la symétrie au niveau des 2 seins. Naturellement, chez certaines femmes, il peut y avoir un sein plus gros que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'affoler. Donc, il faut déjà connaître, voilà. Il faut que chaque femme connaisse déjà son corps pour savoir que naturellement j'ai un sein qui est déjà plus gros que l'autre, donc ça va. Et l'autre chose qu'il faut regarder lorsque vous faites face à votre miroir, c'est est-ce qu'il y a une rougeur? Est-ce que la coloration au niveau de la peau a changé? Est-ce que ça a un aspect en forme de peau d'orange? On voit tous ces oranges comme c'est un peu, voilà. Il y a même une chose sur le donc, vous appréciez ça. Regardez aussi au niveau de votre mamelon. Est-ce que le mamelon est dévié ou retracté? C'est important également à apprécier. Donc, une fois que vous avez regardé tous ces aspects-là, vous prenez le côté où vous voulez examiner, vous mettez la main derrière la nuque. Vous essayez de diviser votre sein en 4 cadrans et vous utilisez cette partie-là des doigts. Donc, vous commencez à palper cadran par cadran. Donc, dans le sens des aiguilles du monde, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, externe en bas. Et vous palpez à la recherche de tout nodule ou quelque chose qui pourrait vous alarmer éventuellement. Et à la fin de la palpation, vous pressez le mamelon pour voir si un liquide va sortir. Ça peut être du sang ou un liquide qui n'est pas normal, qui va s'écouler. Il ne faut pas oublier aussi de rechercher au niveau des aisselles. Parce que même parfois, au niveau des essais, il peut y avoir des trous, des ganglions qui peuvent vous orienter et vous alerter derrière. Donc, ça, c'est le pour l'autopalpation. La mammographie, en fait, c'est la radiographie des seins. Et donc, souvent, la mammographie, on le recommande chez les femmes après 50 ans. Pourquoi? Parce que après 50 ans, souvent, les seins n'ont pas la même densité. Donc, quand vous faites la mammographie, le cancer sur les clichés de maman, il se représente comme un petit point blanc. Donc, forcément, c'est facile de voir un point blanc sur une surface noire. Alors que chez la jeune fille en activité, le sein est tellement dense que la mammographie, déjà, il est blanc. Donc, il faut vraiment avoir un œil très expert ou avoir les compétences pour
sera diagnostiquée à la mammographie. Et l'échographie, en fait, je sais pas, hein, on a tous peut-être une fois, je sais pas. Et c'est juste, bon, ça aide aussi au diagnostic. Et lui va juste vous dire, oui, il y a un nodule, il y a une classification qui permet au médecin de savoir si ce nodule, en fait, il faut s'inquiéter ou est-ce que c'est juste un nodule bénin qu'il faut surveiller. Donc, c'est un peu ça. Deuxième question. Tout à l'heure, on a vu la dame. On prend toujours son exemple, celle qui a dit que ça revenait chaque fois. Si au cours de la période, elle est tombée enceinte, comment est-ce qu'elle a pu gérer allaitement et grossesse? Elle a un cancer du sein. Alors, déjà, souvent quand on diagnostique un cancer du sein chez la femme, on recommande surtout de ne pas tomber enceinte. C'est ce qui est recommandé pendant la période du traitement. Parce que vous tombez enceinte, forcément, il y a un bouleversement hormonal qui ne va pas aider dans la prise en charge du cancer du sein. Mais si la grossesse, c'est un médecin spécialiste de voir si elle peut être évolutive ou si il vaut mieux faire ce qu'il faut de manière clinique, tout à fait. Maintenant, si vous avez déjà accouché et que vous développez un cancer du sein, on recommande de mettre l'enfant au lait artificiel. Uniquement, tout simplement. Pas d'aller. C'est super. La dernière question. Maintenant, oui, la dernière question. J'ai remarqué que ces seins, contrairement à notre dame, étaient quand même en bon état malgré la répétition. Je voudrais savoir si c'est la nature du traitement qu'elle a subi qui faisait en sorte que ces seins ne se dégradaient pas malgré le fait que ça revenait. Parce que elle, j'ai remarqué que ces seins étaient toujours presque intacts comparé aux photos qu'on nous a montrées. Je voudrais savoir si c'est la nature de son traitement qui a déterminé l'état de ses seins. Bon, je pense déjà que cette dame a été certainement diagnostiquée. Donc la masse n'a pas eu le temps de grandir et puis d'attaquer la peau. Et oui, les soins qu'elle a reçus peuvent être en faveur aussi. Mais déjà, parmi les cancers, il y a des cancers qui sont très agressifs. Et il y a d'autres, un cancer reste un cancer. Mais il y a d'autres qui sont un peu moins agressifs. Donc il faut voir déjà c'est quel type, dans quel tableau est-ce qu'elle est placée le traitement qu'elle a reçu. C'est parfait. Merci. Yes. Quand vous étiez en train de citer les facteurs de risque, vous n'avez pas parlé de l'alimentation. Et quand on fait des recherches sur le net généralement par rapport au cancer, souvent il y a l'alimentation qui revient, comme quoi les repas transformés et tout ça. Je veux savoir si par rapport au cancer, c'est l'alimentation n'est pas en compte, surtout comme un facteur de risque. L'alimentation, oui, l'alimentation reste un facteur de risque de tous les types de cancers de manière générale, tous les produits transformés. Et en fait, le problème, c'est que les produits transformés contiennent ce qu'on appelle des perturbateurs hormonaux. Donc déjà, oui, c'est un facteur de risque par rapport au cancer. Merci d'avoir dit. Même l'air que moi je dis. Et l'alcool et le tabac aussi sont des facteurs très importants. On parle beaucoup de cancer du sein et tout ça qu'on est là. En fait, pour avoir côtoyé des malades, parce que vous en côtoyez tout le temps, en fait, qu'est-ce que vous avez remarqué en fait du rapport de ces femmes-là à leur corps, à leur féminité? C'est un cancer du sein. C'est vrai que chaque femme a un rapport spécial avec sa poitrine, son corps et tout. Mais en fait, quand vous voyez ces femmes-là, avant, quand elles étaient un groupe de femmes comme tout le monde, puis après, le moment où elles ont pris conscience en fait, du fait qu'elles avaient un cancer du sein en fait, est-ce que vous avez remarqué comme changement en fait au niveau de ces femmes-là par rapport à leur corps en fait, le rapport qu'elles ont avec leur corps, le rapport qu'elles ont avec leur féminité en général? Ça c'est une question que je dirais ouverte à tout le monde. Un instant. Avant que vous répondiez à cette question, je vais inviter notre panéliste qui est très bien placé également pour justement, parce que la première partie de cette rencontre, c'est déjà d'avoir les informations basiques sur le cancer, c'est ce qu'on vient de faire. Donc la deuxième partie, c'est
d'aborder l'aspect rapport au corps avec dans la vie des victimes du cancer après le cancer. Donc je vais inviter une dernière panéliste à nous rejoindre ici. Voilà, donc nous allons la laisser se présenter rapidement avant de répondre aux questions. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Aïcha Bédou. Je travaille dans le domaine de l'informatique. Je travaille avec des clients. Voilà, j'ai aussi une associative à Monsieur, bien rapport à cette question. En fait, je suis là pour faire un exercice peut-être qui sera difficile, mais j'ai décidé de le faire quand même pour accompagner Axel. L'exercice, ça sera de parler de l'expérience familiale. Je suis victime du cancer, mais pas directement. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il fallait l'inviter avant d'aborder cette partie-là de la rencontre. Alors, pour commencer, moi, si j'ai décidé de faire ce documentaire, c'est parce que j'ai vécu un cas similaire. J'ai subi une intervention. Et la vie après, ce n'est pas pareil, mais tout se passe dans la tête. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai un sein plus gros que l'autre. Et j'ai des cicatrices. Si je me déshabille, j'ai des cicatrices. N'importe. Tout se passe dans la tête. Si tu te dis imparfaite et alors, tu vas avancer. Parce que c'est soit ça, soit tu meurs. Tu peux faire lequel. Vivre avec des défauts corporels ou mourir en étant joli. Lequel tu peux faire. Donc moi j'avance avec mes cicatrices. J'ai des cicatrices. Mais alors, si tu m'acceptes pas comme je suis, alors je vais me migrer vers ceux qui vont m'accepter. Mais il va falloir que je te dise que c'est vrai, c'est pas comme si je ne le dis pas, vous ne le saurez pas. Pourquoi j'ai décidé de faire ce film, pourquoi j'ai décidé de me migrer dans ce combat, pourquoi j'ai décidé de parler, pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Donc tout se passe dans la tête. Quand je suis debout là, est-ce que vous disiez si j'ai une cicatrice, c'est ça? Non. Est-ce que vous disiez s'il y a une partie de visage qui est déformée? Non. Tout se passe dans la tête. Donc si tu dis, après mon intervention, je peux affronter la vie, respirer un coup, partie de zéro pour ma nouvelle vie. Tu peux y arriver. Il n'y a pas à se dégonfler. Il n'y a pas à baisser la tête. Ah non, ils vont dire que je suis une femme incomplète, mes seins ne sont pas symétriques. Non, 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 non. Non. Tout est un problème psychologique. Si tu décides d'affronter, tu vas y arriver. Quand on le veut, on le peut. Donc, la vie, c'est des stations. Et si tu arrives à un moment de ta vie où tu vois qu'il faut faire un choix, tu choisis. C'est soit tu te prêtes, soit tu gardes tes seins qui sont jolis, mais tu vas mourir. C'est un choix. En tout cas, moi, si je te réponds, c'est parce que moi, j'ai pu surmonter. Au début, je pleurais, mais quand je partais à mes rendez-vous, j'ai vu des filles moins âgées que moi qui n'avaient plus les deux seins. Elles n'avaient plus les deux seins. J'ai rencontré une fille à 17 ans, elle n'avait plus les deux seins. Mais moi, je pleurais pour mon cas quand je partais au pansement. Moi, on m'a retiré 3 bleus. Dans le même sein. Mais ce n'était pas le cancer du sein. Mais moi, j'avais les mots. Je n'arrivais pas à dormir, ça avait enflé jusqu'au bout. Je ne pouvais pas dormir, je faisais que pleurer la nuit. Et il y avait ma mère qui me disait de me calmer, qu'on va trouver une solution. Mais quand j'ai commencé le traitement, ils m'ont fait l'intervention. Ce sont des analyses qui ont révélé que ce n'est pas encore arrivé à l'étape du cancer du sein, à l'étape du cancer parce que ça a été détecté très tôt. Et de remercier Dieu parce que ça a commencé par me déranger très tôt. Parce qu'il y a des femmes qui sont porteuses de cette boule-là, mais qui dorment tranquillement alors que ça évolue en elles. Maintenant, moi, Dieu merci que ça a commencé par me déranger très tôt pour qu'on m'amène à l'hôpital
pour dire, ah, tu as des nodules dans le sang, il faut qu'on t'opère. Si c'était des kisses, on allait le prescrire des médocs. Mais vu que c'est des nodules, il va falloir qu'on t'opère. À l'école, ma mère, c'était 2. Mais le jour de l'intervention, c'était 3 jours. Donc, c'est l'intervalle d'1 mois. Et si je n'avais pas les moyens pour me soigner, si je n'avais pas les moyens pour me soigner, imaginez si je revenais me soigner 1 an plus tard, peut-être qu'au lieu de 3 boules, au lieu de 2 boules à l'écho, ma mère, de 3 boules le jour de l'intervention, peut-être que c'est celle qu'ils allaient trouver, ou peut-être qu'après l'intervention, ils allaient trouver du cancer, ou carrément c'est le sein qui allait être parti. Donc, c'est un problème psychologique. Si vous décidez d'avancer avec vos défauts, vous allez avancer. Soit on vous accepte, soit on vous accepte. Moi, je vous demande juste d'être fort et forte mentalement pour affronter la vie.